Bonsoir. Bonsoir. Bon, j'allais dire bonjour. Non. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Monsieur Scali. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Cortés. Bonsoir, Carole. Carole. Donc, on va dire Alexandre et Mehdi. Ça va bien comme ça, on s'appelle tous par un prénom, hein. C'est mieux. Ça vous gêne pas? Ça va, merci. On est intimidés parce qu'on a beaucoup de monde aujourd'hui, hein. Donc, on va saluer à notre habitude ceux qui nous regardent. Donc, bonsoir Sylvie, qui nous dit bonjour. Marie-France, qui nous dit bonsoir les filles, tout le monde, bon live, toujours à l'écoute. Chantal, Sabine, Simone. Et nous avons Françoise, Stéphanie et Sylvie qui sont avec nous. Voilà. Donc, on est ravis de vous retrouver pour cette deuxième balance en live de la chirurgie bariatrique. Donc, on peut faire un petit tour de table si vous voulez vous présenter, parce que nous, on nous connaît déjà. On a nos fans. Attends, ils ont beaucoup d'humilité, donc ils ne vont jamais oser. Donc, mais c'est notre deuxième prénom. C'est notre deuxième. On va le faire pour eux quand même. On a quand même l'immense chance d'avoir ce soir un spécialiste de la chirurgie de l'obésité, avec Monsieur Alexandre Cortés qui officie au Grand Hôpital de l'Est francilien et le Monsieur Mehdi Scali qui officie au CHU Saint-Éloi. L'idée, c'était évidemment d'avoir deux dignes représentants de cette activité, de cette profession, et de pouvoir vous montrer que ce soit d'un côté ou de l'autre de la France, a priori, les règles sont les mêmes pour tous. Voilà. Est-ce que ça vous va? Vous voulez rajouter quelque chose? Vous voulez mettre un peu le son de votre voix? Vous voulez... Non? Mais parle, je pense. Bonsoir tout le monde. Merci. Bonsoir. Bon. T'as dit quoi, Nick? Je dis, ils ont des voix. Ils ont des voix. Bon, alors, peut-être tu vas expliquer l'objectif de cette émission de ce soir? Oui, oulala. Alors, continue avec le gingembre, l'eau chaude et le citron. Voilà. Donc, bonsoir Myriam, bonsoir Cécile, bonsoir Johan. Donc, l'émission de ce soir, c'est un peu comme disait Carole. La chirurgie bariatrique est en plein développement et c'est un traitement de l'obésité. Mais après, c'est justement avec des règles, des recommandations, des choses qui, des fois, ne sont pas forcément claires pour vous qui nous regardez ou des fois, on a des questions, nous, en tant qu'association de patients. Donc, ce qu'on voulait aujourd'hui, c'est un peu éclaircir un peu tout ça et de dire voilà, que ça soit n'importe où. Il y a des recommandations, quelles sont-elles, les chirurgies qui sont validées, comment se passe un parcours quand un patient rentre dans un parcours de chirurgie bariatrique et sur quoi il y a des consensus et sur quoi il n'y a pas de consensus. C'est-à-dire que sur peut-être la reprise d'alimentation, les protocoles post-op, c'est en fonction du chirurgien, c'est se faire entourer par son équipe. Donc, c'est mettre un peu la lumière et un peu donner des explications un peu plus claires, qui parfois ne le sont pas trop. OK. Ça vous va? Très bien. Docteur Scali, c'est bon pour vous? OK. Alors, peut-être qu'on peut démarrer avec quelque chose d'assez simple et qui me semble assez évident. C'est une première... Premièrement, c'est quoi l'obésité et peut-être apporter une définition de ce qu'est l'obésité. Est-ce qu'on est tous obèses pareil? Est-ce que c'est quoi l'obésité en fait? Je vous sens emballés tous les deux. Non, on va commencer. Globalement, l'obésité, c'est un excès de masse, grasse dans le corps et qui gêne à la fois à la vie courante et qui entraîne un certain nombre de maladies secondaires à l'obésité, qui peuvent être l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, le fait d'être gêné pour respirer la nuit et j'en passe. Et en fait, c'est un excès de masse grasse du corps qui va induire, du fait de sa présence, un certain nombre de complications pour l'être humain et qui va devenir une maladie chronique. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mehdi, comme complément de définition. Parfait, là, c'est une très bonne définition. Après, ici, en fait, nous, en tout cas en chirurgie, on a cette définition qui est toujours rapportée à l'IMC, l'indice de masse corporelle, qui est le poids sur la taille au carré. Donc, on commence à parler d'obésité quand ce score est supérieur à 30. Voilà, il y a après 35, c'est l'obésité sévère, et puis au-delà de 40, c'est l'obésité morbide.
Et justement, sur ce qu'a dit Alexandre, en fait, quand on dépasse les 40, il y a beaucoup plus de chances d'avoir ces comorbidités associées telles que l'hypertension artérielle ou le diabète. Parce qu'il faut bien comprendre, et que les malades ont du mal à comprendre, c'est qu'on va passer peut-être un petit peu de temps, Mehdi, sur ce que c'est l'IMC et pourquoi il y a un IMC. C'est-à-dire que, comme le disait Carole, il y a différents types d'obésité. C'est peut-être pas là-dessus qu'il faut qu'on creuse, mais ce qui est important, c'est que tout le monde parle le même langage. Et donc, pour que tout le monde parle de la même chose, pour qu'on puisse comparer ce dont on parle, on a essayé de mettre un chiffre qui est l'indice de masse corporelle, donc le résumé c'est IMC ou BMI en anglais, et qui est, comme le dit Mehdi, le rapport du poids sur la taille au carré qui donne un nombre. Et ce nombre permet à ce que tout le monde puisse, à partir de ce nombre, se positionner et définir ce qu'a dit Mehdi entre l'obésité et l'obésité morbide. Et en général, c'est la première chose qu'on pose aux malades, c'est quel est son poids, quelle est sa taille, pour calculer ce nombre. Et en fait, ça permet, et c'est un peu le sujet de ce soir, que tout le monde parle de la même chose. Donc, on a tous la même échelle de mesure pour l'obésité. Ça te va? C'est parfait. Oui, mesdames. Vas-y. Non, je voulais vous poser la question, justement, est-ce que d'avoir un seul indicateur, ce serait pas un peu juste, pour vulgariser, un peu juste pour définir quelqu'un vraiment en situation d'obésité morbide, obésité sévère ou ce genre de... Ce qu'il faut surtout, c'est de ne pas... La copine voulait finir peut-être. Parce que moi, je trouvais intéressant justement l'IMC. Mais après, moi, je pense vraiment... Alors, on a travaillé sur des carnets de suivi et on a fait rajouter le périmètre abdominal. Ouais. Parce qu'il faut savoir, de par ma connaissance, il faut savoir que si vous avez une obésité qui est androïde ou génoïde, plus sur la partie basse du corps ou plus sur la partie haute du corps, il y a un facteur aggravant du risque d'obésité et de maladies associées et des complications associées. Donc, moi, je pense que vraiment, il faut... Alors, je sais que l'IMC est un indice médical, mais je pense que si vous prenez un rugbyman qui a une IMC importante et qui est un sportif de haut niveau et qui par contre, quand il arrête, qu'il est blessé ou qu'il arrête sa carrière, on voit beaucoup chez les rugbyman, justement, c'est inversé, je suis en bonne santé et après, je ne suis plus en bonne santé et là, je me fais opérer. Mais par contre, vraiment insister sur le fait qu'il y a des choses à prendre en compte et surtout cette obésité qui est plus sur le haut du corps va faire qu'il va plus y avoir de problèmes et de facteurs de risque associés. Donc, pour moi, l'IMC seul ne peut pas être un critère seul critère, d'appréciation, en fait, et d'urgence et de degré. Il faut revenir à des choses standards. Je suis sûr que Mehdi, il a le périmètre abdominal dans son dossier. J'ai le périmètre abdominal dans mon dossier. Mais là, il faut parler à tout le monde. Et d'abord, il faut simplifier les choses pour les gens. Il faut leur expliquer qu'il y a des règles, qui sont posées, on va dire, en France, qui relèvent de la Haute Autorité de Santé avec des guidelines et un code de la route de la chirurgie de l'obésité que tout le monde est censé respecter. Et déjà, ça, c'est bien quand les malades le comprennent. Donc, on fait simple sur l'IMC. Mehdi a commencé à creuser les comorbidités, c'est-à-dire les complications induites par l'obésité, ce qui emmène ensuite les chirurgiens et les équipes médicales pluridisciplinaires à proposer différents traitements aux malades en fonction des résultats de ce bilan. Et je suis d'accord qu'il faut parler du périmètre abdominal, mais il ne faut pas compliquer les choses au départ. C'est-à-dire que la personne qui est malade, qui vient voir des médecins pour la première fois, enfin, c'est compliqué d'aller voir, vous le savez très bien, d'aller voir un chirurgien la première fois pour se faire opérer, c'est un acte qui n'est pas banal. Et donc, je crois que la difficulté aussi pour les malades obèses, c'est de digérer l'information qu'ils reçoivent, tant par le corps médical que par les associations de patients, que par ce qu'ils peuvent trouver sur Internet. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on garde un petit peu au départ l'IMC, les complications, pourquoi on opère, sur quels critères on fait telle opération. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mehdi, de manière à ce que... Je suis tout à fait d'accord avec toi, Alexandre. En fait, c'est sûr, l'IMC, c'est un score très faible. À l'origine, en fait, ça a été décrit dans le début du siècle, 19e siècle, par un mathématicien belge, en fait, au départ, ce score. Et puis, il a été un peu modifié par les assurances américaines dans les années 50 pour que les gens paient un peu plus leur assurance maladie. C'est sûr, c'est un score très faible. Il y a des rugbymen qui ont des IMC à 43, 44.
mais qui ne sont pas une bonne indication pour une chirurgie de l'obésité. Mais vraiment, je suis d'accord avec Sandre, il faut simplifier les choses. On va partir pour définir l'obésité, en tout cas les patients qui en souffrent. On va se baser sur ce score, même s'il est, je suis d'accord avec toi, Annick, très très faible pour définir une personne obèse. Alors, c'est quoi comment on fait, en fait, quand on veut... Comment on fait pour se faire opérer d'une chirurgie de l'obésité? Qu'est-ce que je fais? Je suis obèse, je tape à la porte, je viens vous voir, et parce que je suis obèse et que je suis à plus de 40, je viens et je vous dis, moi, bah tiens, j'ai entendu dire qu'il existait ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ou alors, j'ai un IMC à 33 et je veux perdre beaucoup de poids, donc je viens vous voir et je vous dis, bah moi, je veux ça, je veux ça. Ou comment je fais? Je fais mon marché, je choisis, Voilà, c'est quoi les critères? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est éligible à une chirurgie d'obésité? Alors, pour commencer, on parlait des règles avec Mehdi, mais c'est une spécialité dont on a la chance, Mehdi me contredira ou pas, qui s'est structurée au cours des 10 dernières années. C'est-à-dire que les chirurgiens de l'obésité, ils ont une société savante qui s'appelle la SOFCO. C'est des gens qui sont maintenant organisés et qui ne travaillent pas tout seuls dans leur coin. C'est-à-dire que maintenant, on va pas vraiment, on va, je dirais de façon réflexe en général, ça se passe comme ça, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Les gens vont voir un chirurgien, mais en fait, derrière le chirurgien, il y a toute une équipe. C'est des équipes maintenant qui comprennent des chirurgiens, des médecins, des psychologues, des diététiciennes, des associations de patients qui sont en général derrière. En fait, quand le malade il frappe à une de ces portes, il rentre dans une équipe parce qu'après, il va frapper aux autres portes. Et il ne faut pas que le malade croie que quand il va aller voir soit un médecin, soit un chirurgien pour traiter son problème d'obésité, cette personne seule va régler son problème. C'est-à-dire que maintenant, un malade obèse qui soit en dessous de 35 ou au-dessus de 35, il va voir une équipe. T'en penses quoi? C'est exactement ce que Mehdi, tu me disais. Non, Ouais. je suis parfaitement d'accord avec toi, Alexandre. C'est un travail d'équipe avant tout. Et puis donc le patient, il va voir l'équipe d'abord. Le chirurgien, il peut l'orienter un peu, mais bon. Ouais, enfin, vous êtes quand même dans le seul secteur où les patients vont avoir le premier réflexe d'aller voir le chirurgien et pas de s'adresser au médecin généraliste, mais d'aller voir le chirurgien. C'est quand même. Important, hein. Ouais, non, mais voilà, c'est dire, c'est dire ce que vous portez aussi sur les épaules, hein, et cette représentation que les patients ont de vous. Donc, c'est important d'expliquer que vous êtes une équipe et que vous n'êtes pas seul. Mais je ne suis pas sûre que ça amoindrisse l'amour que les patients peuvent vous porter ou ce lien spécial que vous créez avec les patients, en fait, hein, pour être clair. Moi, c'est comme une grande particularité française, hein. Je crois que 90% des obèses, quand ils veulent régler le problème, vont voir un chirurgien en première intention. C'est au chirurgien ensuite d'adresser les malades au sein de l'équipe et de mettre le malade dans un parcours de prise en charge. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que le chirurgien se retrouve souvent dans la situation où il va voir des malades qu'il ne va pas opérer. Parce qu'en fait, le chirurgien ne va pas opérer tous les malades qu'il va voir en consultation. Donc, ça positionne aussi le chirurgien et l'équipe qui va prendre en charge le malade dans une vraie prise en charge globale et une vraie réflexion sur ce qu'il peut faire, doit ou ne doit pas faire. Et ça devient très, très intéressant. C'est-à-dire que moi, je conseille à un malade qui veut se faire prendre en charge pour son obésité d'aller voir aussi bien un endocrinologue qu'un médecin nutritionniste, mais qui appartient à une équipe de prise en charge de l'obésité, tout comme à Montpellier, il y a toute une équipe qui prend en charge les obèses. En Seine-et-Marne, c'est pareil. Et voilà, il faut aller voir une équipe qui prend en charge l'obésité, quelle que soit la porte d'entrée. La deuxième chose que je voudrais conseiller, c'est qu'il faut aussi, alors on va rentrer dans les débats un petit peu plus quotidiens, parce que sinon on va s'ennuyer, c'est que paradoxalement, les gens vont voir un chirurgien en consultation en première intention alors qu'ils n'ont pas vu de diététicienne depuis des années. Alors je sais que ça, c'est un débat qui va partir dans tous les sens, mais globalement, il faut quand même reconnaître que c'est une maladie où on voit souvent des gens qui vont directement voir un chirurgien pour un problème d'obésité ou de surpoids, alors qu'ils n'ont jamais été voir de diététicienne dans leur vie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est souvent quand même le chirurgien et l'équipe pluridisciplinaire qui est obligé, comme on va le faire ce soir, de repositionner le cadre dans lequel cette prise en charge doit se faire. Et justement, de repositionner le cadre, ce ne serait pas de donner l'information, le fait d'aller voir en fait son médecin généraliste et que lui
pourra, en fait, qui sont un de ses premiers rôles d'ailleurs, d'orienter vers des professionnels spécialistes. Ou les endocrinologues. Ou les endocrinologues. Un patient qui a une obésité et qui a des problématiques associées bien souvent à un endocrinologue. Donc, pourquoi sur l'orientation, moi j'ai toujours dit à Mehdi, je ne comprends pas, un patient qui veut se faire qui a une prothèse de genou à placer, ne va pas appeler un orthopédiste pour se faire opérer en fait. Et bien, c'est vrai que c'est le seul secteur d'activité où les patients, et si je ne m'abuse, dans les recommandations, on dit que la chirurgie vient en dernier recours, alors qu'il y a plein de choses qui ont été mises en place en amont pour arriver à la chirurgie. Avec Mehdi, on a accompagné ensemble 253 patients sur un an. Sur les statistiques qu'on avait fait, les personnes qui venaient en première intention, il y avait 200 patients qui n'avaient pas vu d'endocrinologue ni de près ni de loin et qui venaient comme ça en fait. Donc, est-ce que c'est vraiment, moi c'est la question que je pose, est-ce que c'est vraiment, si on prend, il y a plein de choses qui sont faites sur la feuille de route obésité, on voit le rapport de l'IGAS, il y a plein de choses qui doivent être faites. Est-ce que ça ne devrait pas s'anticiper justement en amont pour qu'il y ait une orientation et pour que vous, peut-être des personnes qui sont à 33 ou que l'orientation, la sélection se fasse par les premiers recours et par ceux qui doivent avoir ce rôle-là. Est-ce que vous, quelque part, ça ne vous arrangerait pas aussi, qui passe par un membre de l'équipe, d'accord, mais que le membre de l'équipe, ça soit plus une voie plus accessible et pour qu'après, ils viennent au chirurgien, en fait. Mais ça ne serait pas plus logique? C'est ça la clé du problème. C'est tout à fait ça la clé du problème. C'est-à-dire que maintenant, on voit aussi apparaître des prises en charge qui commencent à évoluer. Par exemple, c'est les SSR. C'est-à-dire que les SSR d'obésité sont en train, à mon avis, de prendre une place prépondérante dans cette prise en charge. Nous, on travaille de plus en plus avec un SSR. On a des consultations maintenant dans le SSR et c'est les premiers malades qu'on voit où sur une après-midi, on voit 90% de malades qui ne nous ont jamais vus avant et qu'on fait le bilan avant. Dans l'idéal, c'est que le malade rentre dans une équipe pluridisciplinaire sans le chirurgien qui fasse un bilan de son état de santé, un bilan de son histoire de vie, de son histoire d'obésité, qui est une première louche, je dirais, d'éducation. Le chirurgien, à ce moment-là, peut participer à des séances collectives d'éducation thérapeutique et arriver en bout de chaîne pour discuter de chirurgie, de prise en charge chirurgicale, de comment se passe l'opération. Ça, c'est le rêve. Simplement, nous, là, les chirurgiens de l'obésité, les 15 dernières années, on a vu des malades qui arrivaient spontanément voir le chirurgien pour plusieurs raisons. Soit ils venaient parce que la copine, le frère, la sœur adressaient. Ça, c'était un grand. Dans l'obésité, tout le monde sait comment ça se passe. Ma voisine, ma cousine, ma sœur, ma grand-mère a été opérée. Les résultats sont j'ai envie de la même chose. Et les malades arrivaient spontanément. Deuxième facteur, les médecins traitants avaient une méconnaissance de la prise en charge de l'obésité parce qu'on n'avait pas beaucoup communiqué. Toujours, hein. On est d'accord, toujours. J'essaye d'être politiquement correct, c'est le début de Carole. Ce qui se passe, c'est que le médecin souvent disait allez voir le docteur machin, il va vous expliquer. Et donc, on recevait le malade brut entre le médecin traitant et la consultation chirurgicale. Donc après, chaque équipe, je sais qu'à Montpellier, ils font beaucoup de RCP aussi avec les médecins traitants. Nous, on communique sous d'autres façons. Donc, plus on communique avec les médecins traitants, mais le médecin traitant, il voit son malade qui est obèse, il faut lui régler le problème, donc il faut lui donner un numéro de téléphone. Et il faudrait maintenant s'organiser pour que ce ne soit pas forcément le numéro du chirurgien. Et donc là, je crois que dans la prise en charge de l'obésité, sur comment adresser un malade ou comment il rentre dans la chaîne pluridisciplinaire, je pense que chaque équipe travaille à s'améliorer, à faire en sorte que ce ne soit pas forcément le chirurgien qui voit le malade pour la première fois, parce que quand un chirurgien explique à un malade brut de coffrage qui n'a eu aucune éducation, qui n'est pas assez obèse pour être opéré, c'est des psychodrames en consultation, et ça peut même être des traumatismes pour les malades. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, je suis tout à fait d'accord. Après, c'est bien en fait qu'il y ait au moins 2 consultations, en tout cas avant la chirurgie. Bien sûr, en fait, ça sert des fois pas à grand-chose de les voir comme ça, les tout venants. Des fois, il y a certains patients en fait, qui ont essayé plein de
de choses, qui ont vu des nutritionnistes dans leur histoire et puis qui viennent parce qu'ils sont désespérés. Donc cela, bien sûr, on les oriente. Mais ce que je voudrais dire juste que pendant cette phase en fait, de préparation, c'est bien que ce soit le chirurgien qui leur explique en fait la technique chirurgicale et puis tout ce qui s'ensuit. Parce que des fois, on récupère des patients après 6 mois de préparation qui ont eu des explications à droite et à gauche de la chirurgie et qui viennent en fait avec une préparation sur la technique elle-même qui n'est pas vraiment bonne. Donc, voilà, c'est entre les deux. Mais c'est bien de les voir en fait pendant cette préparation et puis au moins de consultation avec le chirurgien. Je trouve que c'est intéressant, c'est important. Ce qu'on peut faire, et c'est ce qu'on a fait déjà avec Carole dans le Nord, les malades, ils sont pris en charge, ils rentrent dans leur parcours, et ça, il faudra quand même qu'on explique aux malades qui nous suivent qu'est-ce que c'est qu'un parcours d'obésité. C'est une prise en charge par plusieurs spécialistes pendant un laps de temps qui dure en général 1 an, que ce soit un pneumologue, un endocrinologue, une prise en charge par un psychologue ou un psychiatre. Les gens oublient. En général 1 an, mais au minimum 6 mois, on est d'accord. Le délai minimum légal, c'est 6 mois, non? Voilà, c'est un minimum, encore que maintenant, c'est repoussé de plus en plus. Ce que je veux dire par là, c'est que le chirurgien, et c'est ce qu'on a mis en place en Seine-et-Marne, avant le Covid, parce qu'il y avait un autre monde avant le Covid, mais on peut le faire certainement par Zoom aussi, c'est un peu ce qu'on fait ce soir. On faisait des réunions d'information à 80 ou 100 ou des fois plus de malades, où on mélangeait des malades qui avaient été opérés et des malades qui allaient être opérés, des malades sans complications la plupart, et certains qui avaient une complication, et on voulait qu'ils soient là. Et on faisait ce que j'appelais moi un open bar. Carole peut en témoigner, avec pas de limite dans les questions. Allez-y, posez-les, on répondra à tout. On reste là 2 heures, 2h30 s'il le faut. Et là, il y avait une vraie information chirurgicale, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de voir forcément systématiquement tous les malades en individuel pour leur expliquer différentes techniques chirurgicales, comment on surveille en post-op, comment on mange en post-op et quelles sont les règles de l'obésité. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on fait ce soir. Et une fois que le malade il a eu ces grandes informations sur le parcours et sur les techniques chirurgicales, dans ces cas-là, il peut aller faire son parcours. Je suis clair ou pas? Alors, j'ai une témoignage. Bonsoir, juste pour vous dire que mon parcours, moi, je suis passée directement par le chir, car je ne savais pas qui voir, alors qu'au départ, je n'étais pas partante pour une chirurgie. Mais mon médecin traitant, à part me dire qu'il fallait que je perde du poids, c'est tout ce qu'il faisait. Alors, j'ai vu un chir qui m'a rentré dans ce fameux parcours. Merci à lui pour ses conseils. Voilà, ça s'est structuré comme ça en France, parce qu'en fait, les gens ne savent pas où adresser. C'est important de dire aussi, je pense très honnêtement, c'est important de dire aussi que vous n'êtes pas que des rois des pinces, quoi. Que votre implication par rapport aux patients va au-delà de ça et que c'est peut-être pas un hasard non plus si aujourd'hui les patients s'appuient davantage sur vos avis, vos témoignages, vos impressions, plutôt que sur malheureusement parfois certains autres membres de l'équipe qui ont une légitimité réelle aussi. Hein. Donc moi je voudrais juste dire quelque chose par rapport à ce témoignage-là. En fait, ça c'est un peu, pour moi, c'est on a un rôle, nous, en tant qu'association de patients. Et des fois, en tant qu'association de patients, et je dis ça parce qu'il y a un discours qui est dit, il y a des choses qui sont dites, mais qui ne sont pas entendues. Donc après, moi, je trouve que c'est un peu, c'est pas facile, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a que les chirurgiens qui entendent et que remercier le chirurgien. Parce que nous, on fait du taf, on accompagne, non, mais je sais pourquoi je dis ça, en fait. On accompagne, il y a des personnes qu'on connaît et qu'on connaît depuis longtemps, on passe des messages, et en fait, ces messages-là, parce qu'ils ne sont pas donnés par un médecin ou par… Donc, en fait, aussi, ce qui est important, c'est que vous, en tant que chirurgien, alors moi, grâce à Dieu, je n'ai pas de problème avec Mehdi, parce que Mehdi, il sait, et en fait, s'il doit mettre en avant une association de patients, il parlera parce qu'il sait ce que je fais. Donc, c'est aussi les chirurgiens qui doivent mettre en amont à sa place le rôle des associations de patients dans l'orientation, dans tout ça. Mais on ne peut pas juste dire qu'en fin de compte, toutes les associations qu'on représente au sein du collectif du CNAO, on a tous une place sur le terrain, on donne de l'information.
Mais par contre, après, comme disait Carole, eh ben, on n'est pas forcément entendu, on n'est pas, parce que le chirurgien est le… Voilà. Donc, Mais les après, chirurgiens, mais dans le cadre de la restructuration aujourd'hui, et tu me dis, Alexandre, si je dis une ânerie, dans le cadre de la restructuration du parcours aujourd'hui du patient, je crois que de plus en plus de praticiens intègrent des associations de patients à leur côté, justement pour accompagner les patients, aussi bien en amont, pas suffisamment à notre goût, mais après aussi. Je pense qu'il y a une véritable compréhension aujourd'hui de l'importance du rôle du patient, du patient opéré à la tête d'une association. Ça va être délicat ce que je vais dire. C'est-à-dire que là, ce soir, c'est facile pour vous. Vous avez la superbe équipe de Montpellier et puis la mienne. C'est des équipes qui sont rodées à la chirurgie de l'obésité. C'est des équipes qui travaillent entre elles. Il y a des chirurgiens de Montpellier qui viennent opérer chez moi. On se voit, on travaille ensemble, on publie ensemble. C'est des gens qu'on réfléchit et qu'on structuré leurs unités. Alors, en France, il y a de plus en plus d'unités pluridisciplinaires telles que les nôtres qui se sont structurées, organisées. Et je crois que le combat qu'on doit tous mener, c'est que l'ensemble des équipes d'obésité se structurent telles que vous êtes en train de le dire. Une vraie équipe pluridisciplinaire de chirurgie de l'obésité ne peut pas faire sans les associations de malades. C'est impossible. C'est-à-dire que, parce qu'on n'a pas parlé des malades experts, hein, vous rentrez dans ce rôle, il y a des choses aussi que nous, médecins, diététiciennes ou kinés, on ne peut pas faire. C'est-à-dire que votre expérience de patient, la façon dont vous pouvez répondre à des interrogations légitimes de patients, il y a des questions qu'on ne nous posera jamais à nous, même si on est les plus ouverts, parce qu'il faut que quelqu'un qui soit passé par ce parcours puisse l'expliquer aux autres. Donc, de toute façon, la place des associations de patients, je crois, Mehdi va pouvoir renchérir ou pas, c'est indispensable. Ils doivent avoir un bureau au sein de l'établissement, pouvoir recevoir des gens, avoir une charte, on doit pouvoir en fin de consultation donner les coordonnées. Enfin, je crois que Montpellier et nous, on connaît ça, mais par contre, il faut qu'on le défende. Non. Comment ça? Ah non, je n'ai pas de… Alors après, je laisse la parole à M. Scali. Non, mais vas-y. Je n'ai pas de bureau et c'est super compliqué à faire les choses. Alors, je vous remercie pour faire voir qu'en fin de compte, on peut travailler ensemble et qu'une équipe pluridisciplinaire, c'est tout ça en fait. Mais à Montpellier, moi, je me bats pour avoir une convention pour être au sein de Saint-Éloi, alors que c'est le grand pôle de l'obésité. Je n'ai pas de bureau à part que je suis dehors. Je ne peux pas aller à la consultation. Je ne peux pas aller voir les personnes qui sont en complication. Et comme moi, ça fait 11 ans que je suis en complication. Quand on est en complication au fond du lit, je vous garantis qu'on a juste besoin de poser des mots à des gens qui sont passés par là et qui vous donnent l'espoir. Je n'ai pas le droit de tout ça. Donc, je signe des petites conventions qui me mettent dans un petit bureau où on me dit, ben, vous allez rester là le jeudi. Et heureusement, M. Scali est gentil parce qu'il adapte ses consultations des premiers à cette date-là et à cette horaire-là. Mais vous voyez, on n'est pas dans… Ça, c'est la réalité pas du général, quoi. C'est la réalité. Ça, c'est vos relations avec ouais, puis c'est sûr qu'il y a encore du boulot, mais c'est extrêmement prometteur comme discours et ça replace tout à fait justement la place et le rôle des associations de patients. Alors, moi, je ne veux pas vous embêter, les filles, mais on a un truc à tenir quand même, qui est un, quand est-ce qu'on peut se faire opérer, et deux, c'est quoi les opérations aujourd'hui en France qui sont pratiquées? Ah, il y a un témoignage. Oui, alors Karine qui dit avant pour moi un endocrinologue, et elle est allée par un endocrinologue car elle avait un problème de thyroïde. Et Laetitia qui dit toutes les associations sont importantes et nous apportent beaucoup. C'était surtout pour signaler que mon médecin traitant, en tout cas, était plus dans il faut sans apporter de soutien et dire vers qui me diriger. Et c'est là où je le regrette. Donc, c'est l'orientation après, en fait. Moi, alors je vais juste dire un petit truc quand même, c'est que les médecins traitants, ils font pas exactement ce qu'on leur demande aujourd'hui, mais il ne faut pas leur jeter la pierre. Voilà, on ne leur a pas appris, on ne leur a pas dit, ils n'ont pas reçu de formation, ils n'ont pas reçu tout ça, mais ça peut faire partie aussi de tous ces changements, justement, qu'on attend par rapport à la prise en charge des patients. Maintenant, moi, je veux des réponses à mes questions. Qui peut se faire opérer et de quoi on se fait opérer? Enfin, par quelle sorte d'intervention on se fait opérer? C'est quoi les opérations aujourd'hui et quand est-ce que je peux me faire opérer? Monsieur Scali, on ne t'entend pas. Alors, je commencerai par les indications. Ah. Vas-y, parle, je mettrai après. Vas-y. Tu as mis ça?
Non, non, vas-y. Non, non, vas-y. Commence par les Les indications. indications ici? Non, vas-y. Après, je vais vraiment simplifier parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails. En fait, l'indication, il l'a bien dit Alexandre, elle est posée en réunion de concertation pluridisciplinaire. Donc, il faut passer par la commission après au moins, elle a dit Carole, au moins au minimum 6 mois de prise en charge. Et donc, après, l'indication opératoire est posée. Bon, après, je vais parler des critères, en tout cas actuellement validés par la Haute Autorité de Santé. Et pour que le patient puisse être remboursé par la Sécu, il faut au moins un IMC supérieur à 35 avec une comorbidité associée susceptible d'être améliorée par la perte d'excès de poids, un diabète, une hypertension artérielle, un syndrome d'apnée du sommeil ou d'autres comorbidités, mais il faut vraiment que ça soit justifié, prouvé, ou bien un indice de masse corporelle supérieur à 40. Je ne vais pas rentrer dans les détails des contre-indications parce qu'en tout cas, tous les patients doivent avoir ce bilan et doivent être validés en réunion de concertation pluridisciplinaire. Pour les chirurgies, alors, je laisse Alexandre si tu veux parler des chirurgies validées. Pour les indications, moi je lancerai un message que Carole connaît par cœur. On ne vous opère pas pour vous rendre jeune et jolie, quoi, les filles. C'est-à-dire qu'en fait, on vous opère pour que vous ne mouriez pas plus tôt que les autres des complications de votre obésité. Alors ça, c'est un peu trash comme propos, hein, mais c'est ça la vérité. C'est le fameux rapport bénéfice-risque dont on parle. On fait un état des lieux et on voit si l'intervention et on prend le risque de l'intervention parce qu'on sait que derrière, il y aura tous les bénéfices. Il faut être très simple. L'obèse, il a une espérance de vie qui est raccourcie par rapport à la population du fait des maladies induites par l'obésité. Donc, l'objectif de la prise en charge de l'obésité est de guérir ou traiter ou améliorer ou diminuer toutes ces maladies chroniques associées et induites par l'obésité qui lui diminuent son espérance de vie. Et c'est ça qui est assez génial, c'est-à-dire qu'une prise en charge bien conduite, qu'elle soit médicale ou chirurgicale, va permettre de guérir 95% de ces complications liées à l'obésité. Et on va rendre aux malades non seulement une qualité de vie, une joie de vie, mais surtout une espérance de vie. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Ok, on n'est vraiment pas on n'est pas dans la chirurgie esthétique. Non. Ok. C'est quoi aujourd'hui les interventions qui sont reconnues et validées par la HAS? Vas-y, Mehdi. Après, il y a les trois les plus réalisés en France et validés par la Haute Autorité de Santé actuellement. Bon, on a la première technique, une des plus anciennes, la technique de l'anneau gastrique. C'est une technique, moi je la trouve obstructive en fait. Elle a comme principe en fait l'obstruction. Donc le bol alimentaire, vous ne voyez pas mon curseur. Bon, en fait, c'est un anneau gastrique qu'on met juste en aval de la jonction œsogastrique. C'est un anneau qui ressemble à une bague et puis le principe est assez simple. Cet anneau est relié par un cathéter à un boîtier et puis on peut, en injectant du sérum, serrer ou desserrer à la demande cet anneau, donc agir sur cette obstruction. Voilà, c'est une des techniques les plus anciennes pour laquelle on a le plus de recul. Il faut juste comprendre que cet anneau, c'est un corps étranger. En début d'expérience, on ne le disait pas assez ou souvent, mais bon, ces anneaux-là, on ne peut pas les garder malheureusement à vie. Donc bon, on en retire encore, pas toutes les semaines, mais presque. Ici en France, on en retire à peu près 7000 par an et puis on en pose beaucoup moins, peut-être 5500 ou 6000 il y a 2 ans. Donc ça se fait encore, cette chirurgie-là, c'est la troisième chirurgie la plus réalisée. Et voilà, il y a des anneaux chez certains patients qui sont là depuis 23 ans, 24 ans. Mais la moyenne en fait d'ablation de ces anneaux-là, c'est à partir de 11 ans, 14 ans, on commence à les retirer parce que les patients, en fait, soit ils supportent plus cet anneau, soit il y a des complications qui peuvent apparaître après certaines années. Ok. La deuxième technique, c'est la sleeve. Voilà, la sleeve, bon, c'est la première chirurgie réalisée en France et dans le monde. C'est une chirurgie assez simple
qui a un principe en fait restrictif, à la différence de l'anneau. Donc on retire à peu près les 2/3, les 3/4 du volume gastrique. C'est une chirurgie, une gastrectomie, pas vraiment longitudinalement, c'est de reproduire en fait une nouvelle grande courbure, parce que bon, l'estomac a 2 courbures. Ouais, le principe, en fait, c'est les patients qui ont ces chirurgies-là vont manger beaucoup moins, ça paraît évident, et donc avec peu d'aliments, l'estomac se distend assez précocement, et ils ont une sensation de satiété précoce. À la différence, en fait, de l'anneau, l'avantage de cette procédure, c'est qu'il n'y a pas de corps étranger, et que on a l'impression, en fait, avec le recul, que les patients ont moins cette frustration, en fait, quand ils ne mangent pas beaucoup, parce que l'anneau, en fait, les patients n'arrivent pas à manger parce qu'il y a une obstruction, un obstacle, mais l'estomac en lui-même est là en entier. Donc, il y a ces crampes et ces douleurs de la faim qui entraînent une frustration. Et souvent, en fait, les patients qui ont des anneaux depuis un certain moment arrivent à contourner, en fait, cette frustration-là en mangeant différemment, en mixant les repas, en prenant du liquide. Donc, on a l'impression qu'avec la sleeve, on a moins ces sensations de frustration. Voilà, si tu veux rajouter des choses, Alexandre. C'est important, c'est-à-dire que si on veut faire la synthèse des 2 premières diapos de Mehdi, l'anneau, on vous serre le kiki en haut, ça induit une qualité de vie qui n'est pas géniale. Ça induit 2 choses. Quand on mange, ça bloque. Quand ça bloque, ça remonte. Et l'anneau a un truc extrêmement pervers, c'est qu'il y a un boîtier qu'on peut serrer ou desserrer comme on veut. Et ça accroche le malade au chirurgien, où il passe son temps à aller se faire serrer, desserrer l'anneau, alors qu'un anneau, pas forcément serré, il peut très bien fonctionner. Mais surtout, ce que dit Mehdi, d'abord, ça a un inconfort pour beaucoup. C'est pas facile à gérer parce qu'il faut avoir bien compris comment ça fonctionne. Et troisièmement, il ne faut pas oublier qu'on sert le kiki à quelqu'un qui a encore faim, pour faire de la vulgarisation à l'extrême. Et on a vendu cette intervention comme étant sans complications, et comme l'a très bien dit Mehdi, il y a beaucoup plus de complications à moyen et long terme qu'on ne peut l'imaginer. Et deuxièmement, la sleeve, qui est quelque chose d'assez stupéfiant sur le fait où c'est une intervention initialement qui avait été inventée pour opérer les super obèses, pour leur permettre de maigrir chez des malades chez qui on ne pouvait pas faire de bypass d'emblée, on va voir. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que les malades, comme le dit Mehdi, ils n'ont pas faim avec la sleeve. Mais comme ils n'ont pas faim, ben là, la qualité de vie, elle est radicalement changée. Ils ont cette sensation de satiété précoce, mais surtout, ils ne souffrent pas en maigrissant. Ils n'ont pas faim. Tu es d'accord? Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Et ça, c'est ça qui plaît aux gens, c'est qu'ils maigrissent sans avoir faim. La sleeve aussi a ses complications, mais pas plus importantes que l'anneau. On peut chiffrer à 2%, ça te va? Oui, même moins. Moi, je dirais voilà. même moins. Tout compris. Ouais. C'est quoi les complications de la sleeve? Comment? C'est quoi les complications? Les complications sur la sleeve, il y en a, je dirais, 2 principales. Il y a la fistule qui est un trou. Si quelqu'un a le curseur qui est toujours au même endroit, hein, qui a la partie supérieure un peu plus bas, ouais, par là. Là, il peut arriver dans moins de 2% des cas qu'en post-opératoire, les malades puissent présenter un trou ici. Pas parce que le chirurgien a mal travaillé, mais tout simplement, une des théories, c'est que c'est une zone qui est moins bien vascularisée que le reste de la plastie et que certains patients peuvent avoir l'équivalent d'une chute d'escar à cet endroit-là qui peut expliquer la sleeve. Il y a d'autres théories sur les pressions et compagnie, mais globalement, moins de 2%, et ça va encore diminuer parce qu'avec l'amélioration des techniques chirurgicales, c'est quelque chose qui tend à diminuer. Après, il y a une deuxième complication qui apparaît plus bas, qui souvent est une raison technique ici, c'est la sténose, c'est-à-dire qu'à cet endroit-là, pour des tas de raisons qu'on ne va pas passer 3 heures à expliquer, ça peut se rétrécir. Ça dépend franchement de comment on a sectionné l'estomac. Et quand ça arrive, eh ben, ça peut induire un reflux extrêmement invalidant qui peut amener à avoir une sanction chirurgicale. Je crois que c'est les 2 principales complications après sleeve, à moins que tu veuilles en rajouter, Mehdi, sans compliquer sur le reflux post-op. Mais voilà. Non, c'est bon. Il n'y a pas d'hémorragie, il n'y a pas tout ça. Tout à fait. La troisième, en fait, mais ça, c'est toutes les chirurgies. Il y a un risque, en fait, de saignement qui est estimé à 1%, un peu moins. Donc, voilà, en fait, les 3 par ordre de fréquence, c'est ça, c'est la perforation, la fistule ou la petite déchirure, en fait, du manchon gastrique. Et puis, la sténose, des fois, en fait,
Il y a l'équivalent de la sténose, c'est la vrille ou le twist du manchon qui peut entraîner les symptômes qu'a dit Alexandre. Des fois, on a une intolérance alimentaire qu'on appelle dysphagie, des reflux invalidants. Voilà un peu les effets secondaires des fois, en fait, quand cette chirurgie complique. Alors, par contre, il faut quand même dire aux gens que dans plus de 98% des cas, ben, ça se passe extrêmement bien. Tout à fait, oui. Tu l'as bien dit. Toutes ces complications, en fait, c'est moins de 2% des patients opérés. Par contre, je pense qu'il faut dire aux gens aussi que, heureusement, j'ai la preuve que s'il y a des complications, il y a des solutions, comme les queues de cochon, comme dilater la sténose. Donc, il y aura toujours un traitement qui va faire qu'à un moment donné, vous n'allez pas rester avec vos 2%. Si vous faites partie des 2% de complications, vous n'allez pas rester avec votre complication puisqu'il y a des traitements et il y a des choses qui avancent justement sur le traitement des fistules, sur la sténose qui n'est pas réopérée et qu'on va dilater pour réouvrir. Et après, sur des fistules qui deviennent chroniques, on fait notre chirurgie. Donc, les traitements aussi des complications ont une avancée depuis quand même quelques années. Oui, mais là, il ne faut pas mentir aux gens. Là, il faut marquer un temps d'arrêt. C'est-à-dire, autant on peut annoncer avec Mehdi, vous inquiétez pas, dans 98% des cas, c'est tranquille. Mais quand il arrive une complication, à type de fistule ou autre, ce qu'il faut quand même expliquer aux gens, c'est que le traitement de cette complication, on arrivera toujours à le traiter, mais ça peut être long. Ah ben, oui, mais c'est là où ça peut devenir l'enfer. C'est-à-dire que dans d'autres chirurgies, on a une complication, on réopère le malade, c'est terminé. Là, dans ce type de chirurgie, quand il y a une complication, là, la prise en charge de la complication, elle peut durer, ça peut durer longtemps, et psychologiquement, ça peut être extrêmement compliqué pour le malade. Eh bien oui, mais excusez-moi, Monsieur Cortés, ça existe, parce que moi, ça fait 11 ans que je suis en complication. C'est extrêmement compliqué, mais en fait, c'est aussi dire aux personnes qui ont des complications, garder l'espoir, en fait. Parce que ces gens-là, et moi, je n'aurais pas eu envie de disparaître, même si dans les congrès, je n'existais pas trop. Parce qu'il y a des traitements, il y a des personnes qui se sont battues pour trouver des solutions. Et justement, il faut dire aussi que l'avancée fait que, heureusement, qu'on arrive beaucoup plus rapidement, au lieu de diagnostiquer une fistule chronique et de rien faire, et qu'à 6 mois, on trouve une autre solution à une autre chirurgie. Il ne faut pas les oublier, ces gens-là. Parce que les complications de chirurgie bariatrique, j'en fais partie. Et je ne regrette pas la chirurgie parce qu'il y a toujours eu quelqu'un derrière moi qui m'a toujours soutenue. Et même à 11 ans, trouve des solutions avec moi. Mais on existe aussi, en fait. Et je ne suis pas plus malheureuse qu'une autre. Et ce n'est pas mentir que de dire, croyez à votre équipe et ils vous trouveront une solution. Peut-être pas l'idéal, mais vous expliquera toujours et ne vous laisseront jamais tomber. Et c'est ça qui est important. Parce que ce qui aurait été pire, c'est que Mehdi Scali me laisse tomber. Non, mais ce n'était pas possible, ça, qui vous laisse tomber. Mais je peux dire, non, c'est impossible. Ce que je veux dire, mais mon message, il est important aussi. Mon message, vous portez un message d'espoir qui est remarquable pour les collègues malades. Mais ce que je suis obligé de dire en tant que chirurgien, c'est dans 98% des cas, vous inquiétez pas, le lendemain ou le surlendemain, vous êtes dehors et tout va bien. Mais le jour où il y a une complication, souvent en consultation, on le passe un peu, et d'où les réunions, souvent avec plusieurs malades, ou les réunions de ce soir, on doit insister. Au cas où il y a une fistule ou certaines complications, le traitement, comme vous venez de l'expliquer, peut durer longtemps. Et souvent, c'est quelque chose qu'on ne fait pas bien, les médecins. D'expliquer qu'en cas de complication, dire « Oh, j'aurai toujours une solution », c'est une chose, mais expliquer aux gens avant que ça peut durer, je pense que c'est un bon message qu'on fait passer ce soir, si je peux me permettre. D'accord. Bypass, Mehdi? Allez. Bon, le bypass, c'est Là, ça se complique. Ça se complique, non, pas là. Il y a du tuyau partout. Je prends mon curseur. C'est qui associe le principe de la sleeve, une restriction. Donc, vous voyez, on crée une petite poche en haut et puis on court-circuite en fait le tube digestif. Donc, en montant cet intestin qu'on branche directement sur la petite poche en haut. Et puis, un deuxième raccord plus bas pour récupérer les sécrétions en fait, de l'estomac, les sécrétions du foie et puis les sécrétions du pancréas pour que la digestion, l'absorption des aliments puisse se faire un peu plus bas. On voit l'intestin plus bas. Après la deuxième couture, vas-y, oui, ça c'est la lance biliopancréatique qui ramène en fait ces sucs-là et la digestion se fait là, dans cette anse. Donc en fait, vraiment pour simplifier, c'est beaucoup plus restrictif qu'une sleeve. Vous voyez, la poche est toute petite. Moi, je dirais c'est le tiers du volume
cette poche, elle fait peut-être le tiers ou le un quart d'une sleeve classique. Et après, en court-circuit, ça, par contre, ça change d'une équipe à une autre. Le court-circuit peut être de 1,50 m, de 2 mètres, un peu moins, un peu plus. Et puis tout ça pour provoquer une malabsorption. Donc, en fonction de la longueur de ce court-circuit, on va provoquer en pourcentage plus de malabsorption. Ces deux principes vont permettre aux patients de perdre du poids. La chirurgie, finalement, c'est une chirurgie très réalisée en France et dans le monde. Elle est classée 2e. Et c'est une vieille chirurgie. En fait, on a pas mal de recul sur ces chirurgies-là. Nous, à Montpellier, on la réserve souvent en 2e intention. Il y a d'autres équipes qui la proposent en 1re intention. Ça, par contre, en fait, sur le choix des 3 techniques, moi, j'ai mon avis personnel, mais bon, ça ne veut pas dire que les autres se trompent. En fait, on a le droit de proposer en 1re intention une des 3 techniques ici en France, et les 3 techniques sont remboursées. Donc, c'est un énorme plus, un énorme bonus, parce que dans d'autres pays voisins, même je pense que c'est le seul pays au monde où ces techniques sont remboursées à 100%. Voilà, donc on a le choix. Je trouve que... Sur quels critères on va choisir en tant que praticien d'aller plutôt sur une sleeve ou plutôt sur le choix un bypass? est toujours subjectif. Je pense en fait c'est l'expérience du chirurgien qui va influencer un peu la décision du patient. Parce qu'on a cette possibilité de pouvoir, en tout cas le patient a cette possibilité d'avoir cette chirurgie remboursée en France. Donc, moi je trouve que ce n'est pas au patient de choisir sa technique. Bien sûr. Dans d'autres pays, en fait, c'est le patient qui choisit lui-même sa technique parce que c'est le patient qui paye. Je trouve ça malheureux, mais c'est comme ça dans les autres pays, partout dans le monde. C'est le patient qui choisit en fait sa technique opératoire parce qu'il paye. Ici en France, on a encore cette liberté en tant que chirurgien de proposer la chirurgie en laquelle on croit meilleure pour le patient en 1re intention. Voilà mon avis. C'est-à-dire que je suis d'accord à peu près avec tout. Le message qu'il faut bien, je vais vulgariser volontairement, il n'y a pas une Ferrari, une 2 chevaux. Ce n'est pas parce que le schéma il est compliqué que l'opération elle est mieux que l'autre. Ensuite, moi je suis assez fier d'être français et la façon dont on travaille en France et qu'on ait des recommandations, on en parlait tout à l'heure. Il y a des équipes qui font ça, et je ne les citerai pas, qui laissent le malade choisir. Ça, c'est une connerie. C'est-à-dire que il faut écouter le malade, il faut avoir du respect pour le malade, mais il ne faut pas oublier que le chirurgien et le médecin en consultation, il a 15 ans d'études derrière lui, qui comprend des choses que le malade ne comprend pas, et il doit se mouiller, le médecin. C'est-à-dire qu'il doit dire, moi, à la vue de votre bilan, si on vous fait telle opération, il risque d'y avoir telle complication qui apparaît. Si on fait une autre opération, il y aura telle ou telle autre complication. Il faut que le malade il ait un vrai consentement éclairé. Et donc, si on fait un bilan aux gens, et notamment on fait tout un bilan au niveau de l'estomac et des reflux, on ne va pas rentrer forcément dans les détails, mais à chaque malade, il doit y avoir une indication préférentielle expliquée par le médecin. Je ne dis pas imposée par le médecin. Après, il y a un échange. Mais si le malade veut une opération pour laquelle le médecin, qui connaît ce métier, pense qu'il peut y avoir des complications derrière, il faut qu'il les explique au malade, et puis on en reparlera vendredi, il faut qu'il les trace dans le dossier, de manière à ce qu'il y ait une vraie information. Si le malade il persiste et qu'il veut absolument telle opération, il faut bien lui avoir entièrement expliqué pourquoi on n'est pas chaud pour le faire. On ira peut-être ou peut-être pas dans son sens, mais je pense qu'il faut vraiment donner une information très éclairée au malade. Il n'y a pas une opération mieux qu'une autre, il y a une opération qui lui va mieux à lui qu'une autre. Tu es d'accord, Mehdi? Je suis tout à fait d'accord. Et voilà, là on est en France, on fait de la médecine, on ne fait pas du business. Et par contre, ce que je voulais dire aussi, c'est parce que les patients qu'on rencontre, en fait, ils n'ont pas la même expertise. Eux, ils regardent, elle a fait, vous disiez tout à l'heure que c'est beaucoup parce que le voisin, parce que la copine, parce que… Donc, en fait, juste l'appréciation de la chirurgie chez les patients, l'expertise qu'ils ont, c'est je veux un bypass parce que je vais plus maigrir, je ne veux pas de sleeve parce que je vais regrossir. Donc, en fait, c'est des choses qui sont erronées. Donc, je pense que c'est super important. Moi, chaque fois, je dis, c'est le professionnel qui va vous expliquer pourquoi, parce que des reflux, parce que ça, parce que ça, parce que ça, cette technique sera mieux que l'autre. Après, quel que soit, moi, d'après que
que ça soit une sleeve, un bypass et tout ça, c'est l'accompagnement, c'est ce que vous allez mettre avec cette chirurgie et qu'est-ce que vous allez mettre en place. Et le suivi qu'il va y avoir derrière aussi. Et c'est mettre des choses en place à vie, en fait. Et c'est des modifications de comportement, c'est plein de choses. Donc, que ce soit une sleeve, un bypass ou autre chose, il n'y a pas une technique qui est mieux. Et le patient, le regard du patient à l'heure actuelle, c'est ça, en fait. C'est moi, je veux un bypass parce que ma voisine, avec une sleeve, elle a regrossi, en fait. Et en fait, c'est que les patients ne se comparent pas. Quand ils sont à côté les uns des autres dans la même chambre, moi, j'allais à l'hôpital et en fait, il y en a une qui va manger peut-être la moitié de la compote et l'autre qui va manger peut-être la compote entière. Et bien, quand le chirurgien passait ou quand on allait le voir, il disait, mais je crois qu'il m'en a enlevé moins, en fait. Il faut savoir que tout ça, ce n'est pas possible, en fait. Et c'est les représentations. Et je pense qu'on doit donner l'information, rassurer les patients et que justement, ce temps passé avec vous sur l'explication du pourquoi, quel risque est pris et convenir avec le patient de la technique, mais toujours avec votre expertise à vous. Et moi, ce que je pense, ce que vous avez appuyé là, le discours que vous venez d'avoir, est un plaidoyer pour les 6 à 8 à 12 mois pré-op. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi il y a une prise en charge qui doit durer à peu près 1 an en préopératoire, c'est qu'il doit y avoir un processus de digestion et de maturation des problématiques. C'est-à-dire que s'il faut mettre 18 mois avant d'opérer, on s'en fout. C'est-à-dire que, parce qu'on parlait des complications, un malade bien préparé en préopératoire, alors ça, on peut en parler pendant des heures et c'est hyper passionnant. Plus vous arrivez bien préparé au bloc, moins il y a de complications et plus s'il y a une complication, on la gérera d'autant plus facilement parce que tout est mûri. Parce que beaucoup de malades, sans les décrier, c'est vite, 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 demain vous comprenez, j'ai tel problème, mon mari, ma gosse, ma femme, mon boulot, la vie, quoi. Non, c'est la vie qui t'a mis dans cet état-là, gars. Donc là, il faut prendre du temps pour s'occuper de soi et maturer. Parce que tout ce qu'on vient de raconter, là, vous vous rendez compte, là, tout le monde, là, tous les 4, on est tous les 5 dans l'obésité tous les jours. Mais quelqu'un qui vient de se connecter il y a 1 heure, qui commence à s'intéresser à la problématique, il va lui falloir 1 an pour comprendre tout ce qu'on est en train de raconter là. Et donc, là, vous venez de faire un plaidoyer sur le fait qu'il doit y avoir 1 année de maturation pour comprendre où on va, qu'est-ce qui va m'arriver. Parce que ce qu'on a oublié de dire, c'est que les opérations qu'on vient de vous montrer, c'est extrêmement brutal. Pas en termes de violence physique, c'est que moi, je compare ça à un accouchement. C'est-à-dire qu'il y a la veille et le lendemain. C'est-à-dire que quand vous faites opérer d'une obésité, le lendemain, faut s'alimenter avec un montage. Faut savoir comment on va vivre avec. Et si on ne s'est pas préparé avant, le lendemain peut être une solitude affolante. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les associations. Bien sûr. Oui. Mais ça, c'est c'est pour ça que les associations revendiquent l'importance de leur rôle en parcours préopératoire et ont une vraie légitimité à accompagner les patients et avoir des partages d'expériences et des partages d'informations. Donc, à jouer vraiment ce relais, ce bâton sur lequel les praticiens, les équipes pluridisciplinaires peuvent aussi s'appuyer. C'est-à-dire que moi, je vois avec le temps, ce qu'on a appris en obésité, bon, on a appris à opérer, mais ça, c'est pas très compliqué d'opérer. Le plus compliqué, c'est comment amener le malade le mieux possible au bloc. Et ça veut dire quoi, emmener un malade bien au bloc? C'est un malade qui est le moins dénutri possible, qui a perdu ou qui a renforcé ses muscles et qui sait parfaitement où il va, quoi qu'il se passe. Chez toi, il y a un truc qui est sympa chez Alexandre, je ne sais pas si tu le fais toi, Mehdi. Moi, j'étais assez touchée quand j'avais été visiter l'unité. Tu fais descendre tes malades debout. Oui, parce que moi, j'aime la vie. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Les malades descendent debout. Ceux qui le peuvent, bien sûr. Moi, je laissais un roller. Non, mais c'est une philosophie de la chirurgie. Jeter le brancard. On ne fait pas ça que pour les obèses. C'est-à-dire que, et c'est les filles qui ont apporté ça dans le service, parce que moi, j'ai un service de femmes, principalement. Et un matin, elles sont arrivées dans mon bureau en disant « Mais c'est complètement con d'aller au bloc en brancard. » Elles avaient été se pralader à Lyon. Et en fait, quand vous allez bien et que vous pouvez marcher, pourquoi on vous infantilise à vous mettre dans un lit? Vous vous retrouvez brutalement dans un lit avec une perfusion à regarder un plafond pendant qu'il y a 1 ou 2 personnes qui poussent le lit. Vous avez le droit d'être acteur de vous-même. Il n'y a pas besoin de vous infantiliser à vous pousser dans un brancard pour vous emmener dans un bloc opératoire. Quand le malade est capable d'y aller tout seul à pied, il y va tout seul à pied. Alors, c'est ce qu'on appelle le patient debout. On n'est pas les seuls à faire. Comme je vous le dis, nous on l'a piqué à Lyon, cette idée. Mais
c'est une façon de voir les choses, c'est tout. Et après, il revient en brancard, bien sûr. Hein, mais ça peut il sort sur la tête, il sort sur les mains, ouais. C'est pas si simple à organiser. Par contre, j'ai une petite, parce que tout à l'heure, Alexandre, oui. vous m'aviez dit, les filles ne pensaient pas que. Alors, j'ai une petite remarque. Pourquoi ne vous adressez-vous qu'aux filles? Pourquoi les top modèles, les top modèles. Parce qu'il y a des messieurs aussi qui se font opérer de modèles, quand tu as fait allusion à trois, là. Non, mais nous, on ne prétend pas à une chirurgie bariatrique. Vous ne vous rendez pas compte, on n'a pas d'IMC. Comme M. Cortès, je crois qu'il y a un problème de Zoom. Oui, non, mais... Bon, attends, moi, il y a un point important. Attends, parce qu'il y a des questions. Donc, oui, pardon. Qu'est-ce qu'un bypass en oméga et un bypass en Y? Yahoo! On remet les dessins? Ouais. On arrive. Vous avez les deux dessins ou pas? Non, mais moi, je n'ai qu'un bypass. Alors, je vais suivre le curseur si vous voulez. Il n'y a pas les deux dessins. Il y en a qu'un qui est homologué, on est d'accord. Vous avez déjà des préjugés, des préconçus pour l'un des deux bypass, hein? On a dit opération validée par la Haute Autorité de Santé. Oui, parce qu'il y en a un qui est remboursé, monsieur Cortès, non? Oui, alors on a des moyens de se débrouiller. Hein. Non. Non. Les recommandations, application des textes de loi. Et vous savez très bien que vous êtes dans une situation délicate avec Mehdi, là. Non, alors non, mais si. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'on explique aux malades ce que c'est un bypass en oméga, parce que de toute façon, il y a des gens qui ont des bypass en oméga en France. D'accord. On ne va pas leur dire que l'opération qu'ils ont, elle n'existe pas. On ne va pas leur dire que l'opération qu'ils ont eue n'existe pas non plus. Il y a un problème interne au corps médical avec la Sécu qu'on a à régler. Là, on a besoin de leur expliquer à quoi ressemblent les montages. Après, les disputes entre les chirurgiens, la Sécu, le machin, le truc, à la limite, ça regarde moins les malades. Mais là, c'est ce qu'on appelle un Y, parce que comme Mehdi vous l'a expliqué, vous voyez qu'il y a l'anse rose là, qui est branchée sur la poche, qui descend, et il y a l'anse bleue qui vient du foie, qui se branche sur le rose, et ça ressemble à un Y. Donc c'est ce qu'on appelle le bypass en Y. Il existe une opération qui est décrite avec des problématiques de codage, de reconnaissance et tout ce qu'on veut, et je ne suis pas là pour la défendre, mais je suis là pour dire qu'elle existe. Et en fait, le rétablissement de la continuité, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez coupé là-haut la petite poche, vous imaginez que vous avez le tuyau bleu dans les mains, que le tuyau rose n'existe pas, et que vous allez brancher le tuyau bleu là-haut. Ça te va, Mehdi, comme explication? Parfait. Et comme ça, vous avez une couture de moins. Alors, je ne crois pas que ça soit à nous de rentrer dans les détails, pourquoi elle est remboursée, pourquoi elle n'est pas remboursée, s'il faut la faire, s'il ne faut pas la faire. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a une différence de montage. Voilà. Il y a Carole qui le montre, c'est bien expliqué aussi. Oui, mais alors attendez, parce qu'en fait, on ne la voit pas. Attendez. Oui. Voilà, c'est pas mal. Voilà. Et bien voilà. Tout le monde la voit? Oui. Et bien voilà, donc comme vous le remarquez, hein, le tuyau vert, il est monté là-haut et il y a une seule couture là-haut, d'accord? Voilà, et cette opération, elle existe. Et cette opération, elle a été pratiquée, elle est toujours pratiquée en France. On n'est pas là, nous, pour expliquer ce qui est le mieux et ce qui est le moins bien. Ça s'appelle le bypass en oméga, d'autres l'ont appelé le mini-bypass à une époque. Mais voilà, cette technique existe et il y a des gens qui se baladent avec cette technique. Ça te va, Mehdi, comme explication? Tu voulais appuyer sur des choses, toi? C'est parfait. Mini bypass qui n'a quand même rien d'un mini bypass, on va être clair. Mini bypass, ça a un côté un peu mini OP, ce n'est pas une mini OP. Non. L'iPhone mini, c'est pas la même chose. Non, mais juste parce qu'il y a beaucoup de gens qui, moi j'ai entendu à l'époque où c'était autorisé, ouais super, je veux un mini bypass, c'est plus facile qu'un autre bypass, c'est un mini bypass, donc ça pouvait induire un peu en erreur, c'est quand même une opération, c'est une chirurgie lourde, comme les trois précédentes. Enfin, voilà. Et juste, j'ai une petite question avant de venir à une autre question là. La dérivation biliopancréatique, elle est reconnue par l'achat. Je ne veux pas vous mettre en difficulté, mais elle est reconnue. C'est une technique qui est reconnue dans des cas où on peut pratiquer une dérivation biliopancréatique. Est-ce qu'elle est toujours pratiquée à l'heure actuelle?
ou est-ce qu'elle n'est plus pratiquée? Et si oui, dans quel cas? Parce que moi, je connais des personnes qui l'ont eu. Et donc, dans quel cas on pratique cette chirurgie? Voilà, c'est En compliqué. première intention, je ne sais pas Alexandre, mais vas-y, en première intention, je pense il y a peut-être aucun chirurgien en France qui l'a fait en première intention. Après, en chirurgie de relais, où on parle en chirurgie de rattrapage, peut-être, même pas vraiment en fait la technique qui a été décrite au tout début. Il y a des variants du Dunning switch ou de cette dérivation qui ont d'autres noms, là, le SADI ou d'autres techniques. Voilà, ça se fait en chirurgie de rattrapage, je pense, en France, mais pas en première intention. D'accord. Ça peut se faire aussi dans le cadre, il y a 1 ou 2 PHRC qu'on a vu passer. En fait, ça peut se faire dans le cadre d'études cliniques et de protocoles à titre d'évaluation. Mais je n'ai pas le chiffre officiel fait en France, mais je suis entièrement d'accord avec Mehdi. C'est un faible nombre de malades dans des indications très particulières. Il ne faut pas que les gens partent bille en tête là-dedans. C'est un mauvais conseil à leur donner. Ok. Donc, il y a Martine qui dit « J'ai repris 5 kilos, je suis au bout de ma vie ». Donc, elle est opérée. Je ne sais pas Martine, mais ça fait peut-être 5-6 ans. Il ne faut pas s'inquiéter de ça. Pourquoi je rigole, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura toujours des oscillations de poids dans la vie d'un obèse quand il est opéré. J'ai pris 5-6 kilos. La question, c'est depuis quand et dans quelles conditions. Et là, là, on va rentrer dans les vrais sujets. C'est-à-dire que nous, les chirurgiens, quand on va opérer quelqu'un, on va avoir un effet immédiat qui va être assez intense, qui va être assez brutal et qui va se voir. La difficulté, c'est de faire en sorte que cette perte de poids dure dans le temps. Alors ça peut faire l'objet d'une émission entière. C'est-à-dire, et ça va, je pense que la durée de l'amaigrissement dans le temps, il est aussi fonction de la qualité de la préparation avant. Ce qu'il faut expliquer, c'est que quand on maigrit brutalement, comme ça, le malade, il va bien. C'est-à-dire que c'est un terme que les chirurgiens de l'obésité appellent la lune de miel de l'obèse. C'est-à-dire, on va guérir, on va guérir de toutes ces complications liées à l'obésité, on va pouvoir bouger, on va retrouver une énergie. Il y a le regard des autres qui va se modifier, et là, c'est une période qui est idéale. Et puis après, au bout d'un certain temps, la vie, elle reprend ses droits. Les ennuis de la vie reviennent, le cycle de la vie revient, et le corps aussi essaie de tendre vers un retour au point de départ. Et donc, les prises de poids comme ça, j'ai pris 5 kilos, c'est un plaidoyer pour que le malade, une fois qu'il a été pris en charge par l'équipe pluridisciplinaire, il soit pris en charge tout au long de sa vie. Tant que ça soit de revoir le chirurgien, de revoir les diététiciennes, de revoir les kinés, de revoir le psy, de manière à rester dans un... J'ai du mal à parler d'hygiène de vie, mais dans la vie qu'il souhaitait avant d'être opéré pour l'accompagner le plus longtemps possible. Parce qu'en fait, l'obésité, ce qui est de fascinant, c'est que ça fait appel à des tas de choses. C'est du social, du psychologique, du médical. C'est la vie, en fait. Je dirais même du religieux. Et donc, en fait, nous, on peut, par un moyen mécanique avec Mehdi, vous aider à perdre un poids. Et ensuite, vous devez vous aider, vous, avec nous, pour qu'on vous accompagne dans le temps, pour qu'on ne revienne pas au point de départ, parce que la vie, c'est compliqué. Je ne sais pas comment tu peux l'expliquer, Mehdi. C'est parfait ce que tu as dit. En fait, justement, je vais rebondir sur ça, Alexandre. Je voulais en parler tout à l'heure sur le choix de la technique, parce que souvent, le patient vient nous voir, il nous dit, moi, j'ai lu, on m'a dit ou j'ai vu dans un congrès que la sleeve a comme résultat à 2 ans 60% de perte d'excès de poids, que le bypass à 70%. Donc, moi, je veux bien un bypass, parce qu'il y a cet article où le bypass de suivi à 2 ans, en fait, on a 70% de perte d'excès de poids. Moi, je vais leur dire, en fait, ce n'est pas le bypass lui-même, et même, j'aime pas, en fait, ces titres d'articles où le bypass donne 60% ou 70% ou 100% de perte d'excès de poids, parce que ce n'est pas la chirurgie, elle, seule, qui donne, en fait, ce résultat. C'est le tout qui donne le résultat. Donc, en fait, les articles qu'on voit publiés, ce n'est pas le bypass
c'est les 50 patients qui ont eu cette chirurgie suivis dans cet environnement-là, chez qui on a trouvé ce résultat-là. Donc, en fait, l'environnement post-opératoire est primordial. Et puis, le résultat à 5 ans, en fait, la chirurgie y est pour 10 ou 15%. C'est tout ce qui est autour. Et cette préparation, bien sûr, avant, on en a parlé tout à l'heure, c'est une compétition. On ne peut pas aller faire une compétition, en fait, sans préparation. Et donc, tout ça, on le retrouve à 5 ans, 10 ans de la chirurgie. La préparation y est pour beaucoup, le suivi y est pour beaucoup. Et je trouve, en fait, dans toute cette durée-là, la chirurgie y est pour 10 à 15% du résultat. Voilà. C'est pour ça, en fait, j'insiste pour le choix de la technique sur la qualité de vie. Donc, comme c'est lent, en fait, qu'on processe la perte d'excès de poids, il faut que ça se fasse avec une bonne qualité de vie. Parce que ça ne sert à rien de perdre tout son excès de poids et de vomir tous les jours ou d'avoir des complications qu'on n'arrive pas à gérer. Fonctionnelles, je parle des complications fonctionnelles. Alors, Carole, je ne sais pas combien il te reste d'émissions. Alors, juste, j'ai une petite question. Il y a Babette qui dit « J'ai repris 1 kilo opéré en janvier 2020 ». Et il y a Laetitia qui dit « Après une chirurgie, on doit être suivi très longtemps après ». Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on doit être suivi à vie. Oui, donc je voulais venir sur les vitamines. Oui. C'est-à-dire qu'il faut être suivi à vie, la raison c'est oui. Il faut être suivi à vie en le disant qu'on a été opéré d'une obésité. Parce que ça, moi, il y a un sujet. Alors, il y a 2 choses à dire. C'est-à-dire que, premièrement, les malades opérés sont des malades carencés en vitamines à vie. Et le fait de ne pas prendre de vitamines complémentaires peut exposer les malades à de graves complications à moyen long terme. Et ça, je pense que toutes les équipes l'expliquent. Mais je reviens à ma lune de miel, qui est quand même une image qui me plaît beaucoup. Ben, quand tout va bien, on arrête tout. Et là, ça peut être dangereux. Donc, je voulais revenir sur le problème des vitamines. Quand on a eu ce genre d'opération, il faut les prendre. Deuxième chose, et là, ça, c'est les 2 chirurgiens qui vont vous faire la morale aujourd'hui. Quand on a été opéré de l'obésité, il faut le dire. C'est-à-dire qu'il y a des malades qui arrivent aux urgences, qui peuvent présenter des complications à moyen long terme de leur chirurgie de l'obésité et qui ne disent pas qu'ils ont été opérés d'une chirurgie de l'obésité. Moi, j'ai même dans l'un de mes cours où j'apprends aux internes et aux urgentistes à repérer des cicatrices de chirurgie plastique ou autre pour savoir si… Voilà, c'est important parce que obèse à vie, opéré à vie, carencé à vie. Et ça, c'est des vrais messages. Parce que le malade qui a mal au ventre 5 ou 6 ans après un bypass, eh ben, ce n'est pas forcément une appendicite. Et il faut absolument, quand on voit ces médecins, parce qu'en fait, en plus, le malade obèse, déménage. Je crois que c'est 30 ou 35% des malades, ils refont leur vie. Hein. La lune de miel, c'est la lune de miel. Et donc, on change de médecin, donc on est moins bien suivi. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je veux insister sur une prise en charge à vie. Si on déménage, vous avez vu que les chirurgiens de l'obésité aux 4 coins de la France, on se connaît parfaitement bien. Donc, on a toujours un collègue aux 4 coins de la France à qui confier nos malades. Il ne faut pas que la vitaminothérapie s'arrête et surtout, il faut le dire quand on voit son médecin qu'on a un problème, qu'on a été opéré. Qu'est-ce que tu as comme message à peu près du genre, Mehdi, toi? Non, c'est parfait, en fait. Je suis tout à fait d'accord. C'est des messages importants pour nous. Hein. Bien sûr, je suis d'accord. Et puis, voilà, le suivi, notamment en fait, sur les carences, c'est primordial. On a plein de problèmes fonctionnels qui sont juste en rapport avec ces carences vitaminiques. Il y a on est carencé à vie. Alors, on est carencé à vie tout simplement pour plusieurs choses. C'est-à-dire qu'en fonction des montages qu'on vous a montrés, le circuit du bol alimentaire n'est pas le même que dans une physiologie normale. Et donc, l'absorption d'un certain nombre de vitamines, et on peut rebondir sur les médicaments, peut être changée. Et c'est la raison pour laquelle on a des carences vitaminiques à vie, c'est qu'elles sont moins bien absorbées pour certains, tout comme, alors là je vais créer la panique partout, mais certains médicaments aussi, il faut se renseigner des fois, peuvent être moins bien absorbés. Et ça, c'est des thématiques qu'il faut absolument aborder. Je reviens sur mon année préopératoire, voilà, on est là-dedans. Et c'est pareil, moi ça va me donner envie de rebondir sur un autre sujet qui est la grossesse et la maternité, parce que il y a beaucoup de femmes jeunes qui se font opérer de l'obésité. Et je ne sais pas mais je crois qu'en général, avec Montpellier, on donne toujours les mêmes messages. Ce n'est pas de bébé avant 2 ans post-opératoire, à peu près 18 mois à 2 ans.
parce que la femme qui maigrit est carencée, de facto. Une femme qui fait un enfant, l'enfant aussi, il a besoin de vitamines pour grandir, et qu'une grossesse en post-opératoire rapprochée peut être un drame et finir par une interruption thérapeutique de grossesse. Donc, c'est des sujets où il faut être opéré avec une contraception efficace. Nous, on plaide beaucoup pour le stérilet, mais il n'y a pas que le stérilet. Et ça, c'est des sujets importants chez les gens qui vont se faire opérer d'obésité. Et on est toujours dans l'année de préparation. Vous voyez, c'est tous ces sujets-là qu'il faut aborder, et d'où un peu ce que vous faites là ce soir. Il y a un truc qui me vient là, c'est avec toutes ces informations clés que vous êtes en train de transmettre, c'est réfléchissez à 2 fois si vous avez envie d'aller vous faire opérer à l'étranger pour que ça aille plus vite et que ce soit plus facile peut-être. Alors nous, on est en France, on est victime, enfin on est victime. Les malades, c'est pas nous les médecins qui sommes victimes, puisque on est dans le secteur public tous les deux. C'est les malades qui sont les premières victimes du tourisme médical. C'est-à-dire quand on propose la sleeve dans un laps de temps très court, à 1 heure ou 2 d'avion pour une certaine somme d'argent, c'est pas que le geste sera mal fait, ça mais il n'y aura pas eu la maturation avant, il n'y aura pas eu la préparation avant, et qui va s'occuper du suivi après? Et je suis sûr que Mehdi, il en a aussi à sa consultation, il doit récupérer des gens comme ça. Parce qu'en fait, quand on annonce aux gens qu'il va falloir 1 an, alors qu'ils sont pressés, qu'il va falloir des efforts, qu'il va falloir une réflexion avant de se faire opérer, et malheureusement, comme ces gens-là souffrent, ils ont une tendance à choisir une solution de facilité. Je ne leur jette pas la pierre, mais il faut qu'on trouve des moyens pour les protéger de tout ça. Je ne sais pas ce que tu en es, Mehdi, là-dedans, toi. Et je suis d'accord là. On récupère là, dans le service pas mal de patients chez qui la chirurgie soit ne donne pas de bons résultats, soit complique en fait à l'étranger. Donc ils reviennent nous voir pour rattraper un peu ce qui s'est passé. Mais malheureusement, en fait, je suis d'accord avec toi. Il y a certains patients en souffrance qui sont désespérés, qui ne peuvent pas attendre les 6 mois, en fait, qui ont besoin. Ils ont l'impression que cette chirurgie va régler tous leurs problèmes. Et des fois, ils veulent une solution dans la semaine qui suit ou les 2 semaines qui suivent. Et ça, on peut pas leur proposer ça en France. Heureusement qu'on ne peut pas valider une chirurgie en 2 semaines. Mais bon, ça se fait à l'étranger. Et même, ça peut se décider en quelques jours. Hein. On envoie le mail et puis le chirurgien à l'étranger, il opère le patient 3 jours plus tard. Par contre, si je peux me permettre par rapport à ça, moi j'ai un message à faire passer. On n'a pas besoin d'aller à l'étranger en fait. Moi, ce que j'ai envie de dire, si vous choisissez une équipe, ce que j'ai envie de faire passer aux patients, si vous choisissez une équipe et qu'il vous semble que le temps va être long, faites confiance à votre équipe. Soyez sur sa temporalité. En fait. Parce qu'on a pu prendre un billet d'avion et partir à l'étranger. Là c'est plus possible. Là, en fait, là c'est plus. En ce moment, c'est un peu compliqué. C'est plus possible. Donc, ça veut dire qu'en fait, en France, c'est trop long. On le voit, en fait. Donc, moi, j'ai envie de faire passer comme message, si vous prenez, si on vous dit non à la validation, si on vous dit il faut attendre, soyez certain que ce n'est pas contre vous, en fait. Moi, je vais vous rajouter une problématique à ça. Par contre, je n'en ai pas discuté avec l'équipe de Montpellier depuis longtemps. Nous, ce qu'on avait décidé dans l'équipe, là, avant le Covid, là, quand on s'occupait encore correctement des malades non Covid, on a longtemps travaillé sur un contrat malade, médecin, médecin, malade. C'est-à-dire que nous, avec Mehdi, étant donné qu'on est diplômé, qu'on est inscrit au Conseil de l'Ordre, qu'on travaille dans une institution, la loi et la société a régi d'un point de vue, je dirais, à la fois pénal et déontologique, nos relations avec les malades. Ça, il y a un certain nombre de cadres qui existent. Par contre, dans l'autre sens, le cadre est extrêmement flou. C'est-à-dire que le malade en France, il a le droit d'aller voir Mehdi, de se faire opérer par Mehdi. Puis 3 semaines plus tard, il monte à Paris, comme il a vu l'émission, là, il va aller comparer ce que le deuxième kéké va lui raconter en consulte. Et puis, hop, ben, il va retourner parce qu'il fait beau à Montpellier. Et c'est plus gérable. Et donc, nous, dans l'équipe, ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille sur un contrat qui n'aura aucune valeur juridique
Et donc ça, on l'a compris. Par contre, je pense qu'un engagement moral d'un malade envers une équipe à venir à long terme, à prendre ses vitamines, à assister à ses rendez-vous, même si ça ne l'engagera pas d'un point de vue juridique, nous, ça ne fera que renforcer notre défense sur le consentement éclairé préopératoire et ça l'obligera quelque part à réfléchir, même si je n'aurai pas 100% de réussite. Mais moi, je souhaite travailler avec les associations de malades, mais de toute façon, Carole, Anne-Sophie, ce n'est pas la première fois qu'elles entendent le discours. Je rêve de mon contrat dans les deux sens. C'est intéressant ce que tu dis, Alexandre, parce que dans certains pays, cet engagement en fait est écrit et il a une valeur légale parce que, on en a parlé tout à l'heure, parce que dans ces pays-là, la chirurgie n'est pas remboursée, notamment les pays scandinaves. Et donc, pour qu'elle soit remboursée, il faut signer cet engagement moral qui consiste en au moins 2 ans de suivi. Donc, le patient, en fait, qui ne veut plus se faire suivre après, il rembourse une partie de la chirurgie. C'est très dur de faire appliquer ça en France, mais ça existe dans certains pays. Donc, il y a un engagement sur au moins 2 ans signé et qui a une valeur légale. Donc, le patient qui rate tous ses rendez-vous de suivi sans raison valable, il est obligé de rembourser une partie de la chirurgie. Et je crois que les associations de BES doivent nous aider dans ce sens. Bien sûr. Le sujet ne doit pas être tabou. Oui. Non. Mais de toute façon, c'est ce qu'on fait en éducation thérapeutique, hein, sur les contrats, sur l'engagement. Quand on intègre des patients dans un programme d'éducation thérapeutique, c'est une lettre d'engagement. Il ne va pas rembourser rien. Mais déjà, on appose. Quand tu fais un contrat pour acheter ta maison, voilà, tu t'engages. Tu as ta maison, tu as tout ça. Quand tu fais, même si ce n'est pas juridiquement, on ne risque rien en fait. Mais je pense que ça pose un réel socle et un réel partenariat en fait. Et ce réel consensus et cette relation et cette alliance thérapeutique. Mais c'est intéressant parce que on va y arriver de toute façon. On va y arriver à faire ça. Sûr, on va y arriver. Mais le message qu'il faut aussi passer pour revenir sur le thème de l'émission, c'est je souhaite me faire opérer. J'ai regardé. Ah oui, puis là aussi, il y a tout un débat. Hein. Les émissions à la télé, il y a à prendre et il y a à laisser. Hein. Faut se méfier énormément de la vulgarisation de la télé ou de ce qu'on est en train de faire là ce soir. C'est-à-dire que je veux me faire opérer. Eh ben, ça doit être un processus qui va durer pour une maturation préopératoire. Je ne dois pas voir un homme ou une femme toute seule qui va s'occuper de moi, mais je vais voir une équipe qui correspond à des règles reconnues par tous et je m'engage à le suivre pendant des années et il s'engage à m'apporter à moi aussi une réponse sur des années. Et déjà ça, et ça va, cette chirurgie, modifier ma vie, elle va la modifier tant dans mes rapports aux autres que dans ma santé à long terme. Et donc, je dois avoir un encadrement longtemps. Ça te va voilà. C'est ça que je vous propose, un peu comme synthèse de ce soir. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, les filles. Merci beaucoup. Non, c'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Très intéressant. Ah, vous avez des questions directes. Très intéressant. Je ne me lasse pas de vous écouter. Alors, je vous connais tous les deux depuis longtemps. Lui, je le connais depuis... mais c'est encore et toujours hyper enrichissant quand vous parlez. Et ça vous donne un vrai visage aussi. Hein. Enfin, j'aime bien ce côté humain que vous avez quand vous faites des émissions comme ça parce que ça change un peu du Chir avec le masque et la blouse blanche, quoi. On a été sages ce soir quand même. Hein. Oui, attends, on va se détendre avec au fil des émissions. C'est le comeback, Alex. Donc, Et les personnes qui vous disent que le discours était simple et que c'était très compréhensible et très intéressant. Eh ben voilà, bravo messieurs, c'était le but. On remercie tout le monde et on est toujours à disposition de tout le monde pour échanger, discuter et partager parce qu'il ne faut pas croire, on vous a piqué aussi beaucoup de choses ce soir avec Mehdi parce qu'à chaque fois qu'on discute avec vous, on renforce notre façon de travailler. Eh oui. Merci beaucoup. Bravo, merci beaucoup. À très vite. Merci Annick, merci Laure pour cette émission. Merci Carole. Et à très vite. À bientôt. Bye bye. Merci, au revoir. Bonne soirée. Petite musique de petite, bien sûr.
Et nous nous quittons. Et pour mieux se retrouver demain matin, figurez-vous. Ben, figurez-vous avec une surprise. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Vous verrez, surprise. Donc, merci à tout le monde. Merci. Karine, merci. Karine, merci Cécile, merci Chantal, merci Lucie, merci tout le monde. Et vous avez été nombreux à nous suivre. Et bien, on vous remercie. Et on vous dit à bientôt. Et à demain. À demain.